Bonjour à tous, donc bienvenue à l'IFP. Donc le titre de cette présentation est Laissons le lama chercher. Et donc principalement on va découvrir un langage qui s'appelle Alpaca. Donc je m'appelle Xavier Novsel. Vous pouvez me trouver à VDWXV sur Twitter où je tweete pas grand chose. Et à XVW sur GitHub où j'essaye de commiter très souvent des projets qui ont des succès internationaux, parce qu'il m'arrive parfois d'avoir plus de 10 stars, ce qui est un succès personnel. J'ai un site web qui est vraiment super nul, xvw.github.io, sur lequel il est mis que je suis web designer, ce que je ne suis pas vraiment. Avec un fond d'écran absolument horrible, une couleur extrêmement flash. Je développe depuis quand même relativement longtemps, parce que j'ai commencé dans les années 99 avec un langage criant de modernité qui s'appelle PHP. Et puis alors, je suis passé de la phase de faire de la programmation et être très très content de faire des choses que je trouvais cool, avec PHP ou autre, à apprécier les langages que je commençais à utiliser. Donc le premier que j'ai commencé à utiliser, qui m'a plu, c'est le langage Erlang. Puis après je suis passé au plus beau langage du monde, qui s'appelle OCaml. Et puis donc maintenant je suis dans l'équipe, donc j'ai commencé à faire un peu de Erlang, et puis après je suis passé sur Elixir. Et puis j'ai fait aussi du Ruby, et puis alors depuis peu, je fais du Clojure. Je sais pas, j'ai vu, j'entends des logs, j'ai trouvé ça assez rigolo, j'ai essayé, puis au final j'avais un amour profond pour Racket et Scheme quand j'étais plus petit, donc ça m'a fait plaisir de faire un peu de Clojure. Alors je suis développeur à dernier cri, où je fais maintenant principalement du back-end. Alors je suis belge, c'est que j'ai pas voté pour Macron ni pour Marine Le Pen. Donc si vous avez un talk, n'hésitez surtout pas à le proposer, l'ILFP. Alors même si l'ILFP s'appelle l'ILFP avec FP comme Functional Programming, on est vraiment ouvert à tout ce qui concerne les langages applicatifs intéressants ou pas intéressants. Le premier talk qu'on a eu à l'ILFP porté sur JavaScript, était présenté par Vincent. Mais même si jamais vous avez des sujets qui sont intéressants, et que vous avez envie de venir les partager, vous êtes vraiment les bienvenus. Et si jamais vous avez des sujets qui sont extrêmement intéressants, c'est vachement chouette. Alors, il m'arrive parfois d'être extrêmement condescendant et je m'en excuse, en fait, c'est vraiment du second degré. Et parfois, ce que je dis peut être très très mal interprété. Donc, je suis vraiment désolé d'avance si parfois il m'arrive d'être un petit peu provoque. Mais ça fait monter l'audimat et puis peut-être que je pourrais gagner des followers. Voilà. Une clash sur Twitter. Yes. Donc, alors, rapidement, on va commencer par teaser Alpaca. Donc, c'est un nouveau langage, alors qui est inspiré des langages de la famille ML et qui fonctionne sur la VM d'Erlang. Donc, le sommaire, on va d'abord un peu introduire Erlang, Erlang et BIM, donc en s'intéressant vraiment au côté machine virtuelle, mais sans rentrer dans des considérations techniques. Puis après, on va vraiment présenter Alpaca, parce que au-delà d'être un langage qui est discutablement intéressant, je trouve qu'il y a une démarche et une mise en œuvre qui est vraiment super chouette. Et donc c'est ça que j'aimerais bien principalement montrer. Et puis après, peut-être éventuellement s'interroger sur pourquoi Erlang n'est pas typé. Dans la liste des langages que j'ai mis Camel qui était typé, puis après plein de langages non typés, mais j'aime beaucoup aussi Haskell, Camel qui est très typé. Et puis après, il m'arrive parfois de me perdre dans Coq, Agda ou Iris. Donc je m'intéresse beaucoup au système de type et je pense que c'est le futur de la programmation. Donc j'aime beaucoup les langages typés, mais je pense que parfois il faut quand même relativiser et comprendre pourquoi certains langages ont fait le choix de ne pas être statiquement typés. Alors après, conclusion plus question-réponse. Alors, à moins que je sois d'une clarté incroyable, je pense qu'il y aura quand même quelques questions. Et puis, c'est un talk interactif, donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre si jamais vous avez des remarques ou vous avez envie que je répète quelque chose ou que je revienne sur autre chose. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Non? Magnifique. Ça commence très bien. Donc, Erlang, c'est un langage de programmation. Alors ça, c'est la définition de Wikipédia. Les 5 premières lignes de Wikipédia. Il supporte plein de paradigmes, il est concurrent en temps réel distribué. Voilà, son cœur séquentiel est un langage fonctionnel à évaluation stricte, comme OCaml, pas comme Haskell. Donc il a une affectation unique, mais donc vraiment une affectation unique, donc pas comme OCaml, plus comme Haskell. Et il a un typage dynamique fort. Alors, je sais que la différence entre typage fort et typage faible est beaucoup plus complexe qu'entre typage statique et typage dynamique, mais c'est vrai qu'au final, on peut étiqueter chacune des valeurs à runtime du domaine dans lequel il se trouve, donc à quel type il appartient. Donc en fait, il a un typage fort au même titre que Ruby. Alors, il a été créé en 1986 par Ericsson, il a été réalisé en 1998. Donc la première implémentation était en fait dans l'extraordinaire langage Prolog, qui est vraiment très très intéressant. Et donc c'est pour ça qu'en fait beaucoup de gens qui commencent Erlang se disent oh là là, c'est ce langage absolument affreux. La syntaxe de Prolog est très très déroutante. Et Erlang a rajouté quelques éléments de complexité parce qu'il permet de faire plus de choses que simplement de l'unification. Et
Et donc, mais c'est uniquement à cause de cet héritage que Erlang est particulier, ce qui expliquera sûrement quelques années plus tard le succès croissant d'Elixir. Alors c'est articulé autour du modèle acteur de Carl Hewitt, qui a été, alors là je n'ai pas mis la date, j'aurais dû, mais il me semble que c'est qui a été designé en 1976, mais les créateurs d'Erlang affirmeront qu'en fait c'est par convergence organique qu'ils se sont trouvés dans un modèle qui était si proche du modèle acteur, et qu'en fait quand on s'interroge sur la manière la plus efficace de faire quelque chose de concurrent, et ben, on en arrive naturellement aux acteurs, ou alors quand on s'intéresse aussi au typage, donc les calculs estimés. Donc ça fonctionne sur une VM. La première VM d'Erlang s'appelle JAM, pour Joe Abstract Machine. Et puis alors, ensuite elle a été écrite en Prolog, puis elle a été réécrite en C, et donc elle est devenue BIM pour alors JAM et Bogdan Erlang Abstract Machine. Alors, c'est un des rares langages où la syntaxe peut réellement poser un problème. Alors, c'est vrai qu'en général, je pense que sur Internet, et les divers réseaux sociaux liés à la programmation, on trouve souvent l'argument de « moi j'aime pas le langage parce que j'aime pas sa syntaxe », ce qui est un véritable faux argument. Il y a plein de gens qui font du Scala alors que la syntaxe est absolument infâme, désolé. Et il y a plein de gens qui font du C++, enfin voilà. Globalement, je pense en toute sincérité que la syntaxe ne devrait pas du tout être un frein à l'apprentissage en langage, puisque l'important sont les concepts que l'on manipule. Mais sauf qu'Erlang, ça c'est magnifique, est un des rares langages, alors il y en a peut-être d'autres, si jamais vous les connaissez, vous pouvez me les citer pour étayer ma prochaine présentation, mais où la syntaxe pose réellement un problème. Donc en gros, Erlang est un langage fonctionnel, donc qui repose sur des concepts qui sont liés à la programmation fonctionnelle, et typiquement le pattern matching d'Erlang, il va créer une égalité structurelle avec une valeur, au lieu de considérer qu'on rentre dans un nouveau bloc de portée lexicale, et de déclarer une nouvelle variable, et puis après de se servir de garde avec when ou c'est ça, when, en camel et en SQL aussi. Ouais, c'est un faux filtre. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça pose un problème, parce que quand on va essayer de pattern matcher, on va déclarer une nouvelle variable, cette variable a déjà un nom existant, et ben on va faire une correspondance, une équivalence booléenne. Donc c'est vraiment un langage où il y a un problème. Par exemple, Smalltalk, c'est un langage qui est conceptuellement très intéressant, mais la syntaxe est très très déroutante, mais elle ne pose pas de problème à l'usage. Tout est clair? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit, hein? Ceci est pas talk interactif. Non? Bon, magnifique. Non, j'ai raison. Alors, BIM, donc, qu'est-ce qui caractérise BIM? Donc, c'est l'implémentation manuelle de processus légers. Ça utilise un glideur de cellules. Donc, glideur de cellules, c'est le mot francophone pour garbage collector. C'est vachement plus cool qu'un affiliate parce qu'au moins, on a la même abréviation, GC. Alors, elle est tolérante aux pannes, alors elle est distribuable relativement facilement. Dans des articles théoriques, on a l'impression que c'est out of the box, c'est plus ou moins le cas, mais sauf que, désolé, mais il faut quand même paramétrer son firewall. Et il y a beaucoup de success stories, donc Ericsson, Facebook, WhatsApp. Alors j'ai mis CoachDB, je sais pas c'est CoachBase, mais je sais pas si tu utilises encore Erlang, je pense que oui, mais voilà. React, RabbitMQ, et puis il y en a plein d'autres. On peut en trouver de plus en plus. Alors maintenant, avec Elixir, on en trouve plein d'autres, Discord, etc. Donc c'est vraiment, ça tue. Mais alors concrètement, voilà, le point d'arrivée de la ligne, je termine ça. Donc c'est une machine virtuelle pour exécuter du Erlang. Mais alors pas que du Erlang, dans tout langage qui repose sur le bytecode de BIM. Alors il y a une interface de communication, donc on peut exporter une fonction Erlang vers le monde extérieur et on peut l'importer avec les natives interface function. Il y a un écosystème qui est relativement riche, qui s'appelle OTP et c'est BIF, Built-in Function. Il y a vraiment un éclairage solide pour permettre la concurrence légère, mais massivement. La communication synchrone, l'isolation des processus, alors la propagation des erreurs, qui dans le monde Java a beaucoup de sens, mais en 1980 c'était quand même plus compliqué. L'évolution continue des systèmes, c'est des choses comme le code swapping, etc. Et qui est distribuable donc, par machine, mais aussi par unité de calcul. Donc en fait, on a ce qu'on appelle le multicore prélude, on peut facilement le répartir sur plusieurs processeurs à calcul. Et alors c'est temps réel souple. Alors, la différence entre le soft, le hard real-time et le soft real-time, c'est qu'il y en a un qui accepte une marge d'erreur dans un intervalle donné, et ça c'est le temps réel souple. Donc c'est pas un langage comme Luce, donc des langages orientés horloge, qui sont vraiment capables de faire voler des avions, et qui eux sont vraiment hard real. Alors, vraiment, Erlang et BIM, ça permet de développer des applications à disponibilité, extrêmement distribuables, et après on peut faire plein de blabla promotionnels pour dire pourquoi Erlang est le meilleur langage concurrent du monde. Ça ressemble un peu à Go sur beaucoup d'aspects. Mais alors si jamais ça vous intéresse de comparer les modèles concurrents de Go et de Erlang,
sortir un écrit, on a écrit un article vraiment génial, qui compare pour vous, et qui explique qu'en fait Bego c'est un peu plus roots, il faut quand même le faire. Là, si je viens de récupérer les slides qui sont disponibles sur le GitHub de l'IFP, eh bien il y a un lien pour accéder à l'article. Jusque-là, tout est clair? Magnifique. Mais alors, si BIM et Erlang tabassent autant, pourquoi est-ce qu'on a dû attendre autant? Parce que depuis très très longtemps, on est conscient que la syntaxe d'Erlang peut vraiment poser des problèmes. Parce qu'elle est déroutante et puis parce qu'elle a des erreurs de conception. Et donc pourquoi il a fallu attendre 2012 pour avoir des implémentations alternatives à Erlang? Parce que la JVM, en fait, très très vite, on a eu des langages qui ont compilé vers le bytecode de Java. Donc pourquoi Erlang? On n'a pas tout à fait dû attendre 2012 parce qu'on avait des projets en 2009 ou même en 2006 qui commençaient déjà à exploiter le bytecode de BIM, mais sauf que ces projets n'étaient pas très très connus et il a quand même fallu attendre Elixir pour avoir un véritable spotlight sur Erlang et pour montrer qu'en fait BIM c'était plutôt moderne. Quelqu'un a une idée de pourquoi? Vas-y. Parce que la JVM était beaucoup plus populaire et que ça désintéressait beaucoup de développeurs de s'intéresser à un langage avec une syntaxe un peu trop obscure pour eux. Alors oui, pourquoi pas, enfin oui, sûrement. JVM, c'est pas si mal. Quoi? Parce que la JVM, c'est pas si mal. Non, mais l'objectif c'est pas du tout cracher pour la JVM. Non, enfin, ce que je veux dire c'est, peu importe le fait que ce soit un langage de niche ou pas, on trouve généralement des gens pour hacker le compiler, pour proposer des alternatives. Moi j'utilise beaucoup le langage OCaml, qui est un langage quand même assez enfermé, puis récemment Facebook a décidé d'en faire un plagiat lamentable qui s'appelle Reason. Et donc vraiment, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des hackers chevronnés qui ont fait quelque chose de vraiment convaincant? C'est plus ça en fait. Parce qu'effectivement, l'argument marketing est tout à fait réel, et oui, la JVM est très bien. Parce que les développeurs Java ont un syndrome de Stockholm de la JVM. Ça va. Est-ce que la syntaxe du bytecode d'Erlang est aussi compliquée que la syntaxe du langage par hasard? Justement, on y vient. Tu voulais dire quelque chose, Adrien? Par rapport à la scalabilité de BIM, on n'en avait rien à foutre de la scalabilité avant. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, peut-être. Ceci dit, j'étais pas là à l'époque. Enfin, j'étais plus ou moins là en 2006. Je pense qu'en fait, les problématiques de scalabilité elles sont quand même arrivées plus tôt que ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est juste qu'à l'époque, on mettait pas les étiquettes Big Data et tout ça, Cloud Computing. Mais non, je suis pas. Enfin, mais pourquoi pas, ceci dit. Mais en fait, pour d'autres raisons, en fait, il n'y a pas de formalisation du langage. Donc, ouais, en fait, peut-être que le bytecode est aussi compliqué que le langage en lui-même. Et il n'y a pas de formulation pour ERTS, donc Erlang Runtime System. Alors, ça implique que peut-être les gens qui ont envie de créer un langage qui va compiler vers BIM, eh ben, ils doivent dériver eux-mêmes la sémantique de la VM. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment super compliqué. Vraiment, c'est super trash. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont essayé de travailler sur une VM complètement pétée. Non? Vous en avez de la chance. J'ai jamais essayé non plus. Mais pourtant, il y en a quand même qui l'ont essayé. Alors, voici une liste qui est absolument non exhaustive. Donc, il y a Joxa, donc c'est le closure de BIM. Alors, pourquoi j'ai mis un petit troll? Parce qu'en fait, sur leur site, il dit nous ne sommes pas closure, nous ne sommes pas Erlang. Mais en fait, concrètement, c'est un Lisp qui a des mécanismes de concurrence avec du message passing interface. Donc, ça ressemble très très fort à closure. Et après, il y a LFE, donc Lisp, Flavorel, Erlang, qui est le closure de BIM. Alors c'est vraiment juste un exercice de parsing, c'est un mec qui s'est dit je vais apprendre à lexer et parser, puis ça a donné un langage, puis il commence à avoir des utilisateurs, des gens qui étaient, parce qu'à l'époque le jeu n'existait pas encore il me semble, ou était en version en early version, donc c'est un exercice de parsing qui est devenu un vrai projet, et super intéressant. Puis à FL, alors je dis le Python de BIM, mais en fait ça ressemble pas vraiment à du Python, c'est juste qu'ils ont dit qu'ils respectaient le Zen de Python. Alors il y a Raya qui est le Elixir de BIM, et puis Elixir qui est le Raya de BIM. Alors, pourquoi j'ai mis ensemble? Parce qu'en fait, à la base, Raya, c'est un langage qui a décidé de s'inspirer du sucrage syntaxique lié à Ruby pour réimplémenter Erlang en solutionnant justement les problèmes de pattern matching. Et puis après, José Valim a décidé d'implémenter Elixir de son côté, donc je pense que c'était quand même 6 ans après. Le mec qui faisait Raya a vu Elixir, il s'est dit oulala, il est beaucoup plus fort que moi. Et donc il a mis sur GitHub, ok, en fait le projet il est mort, maintenant je rejoins Elixir. Et c'est comme ça qu'Elixir est devenu un temple de modernité pour un langage dynamiquement typé. Alors il y a EML, qui est le OCaml de BIM, et puis après il y a MLFE, qui plus tard a été renommé pour ML Flavorel Erlang, qui a été renommé Alpaca plus tard, et donc qui lui est le EML de BIM, et puis il y en a plein d'autres. Alors, moi je sais qu'on avait parlé d'Alpaca. Logiquement, c'est le titre du talk. Hein. Pourquoi? Ben, en fait, parce que quand ça a été annoncé, il y a Quentin qui a dit qu'il voulait mon avis sur la question. Exactement. Et donc j'ai essayé d'être un grand philanthrope, et donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette présentation, alors que j'avais plein de talks en attente. Je m'intéresse plus que celui-là. Mais donc voilà, c'est la raison principale.
Toujours pas de questions? Ou de critiques, si je parle trop vite ou... Non. Magnifique. Alors, bon, l'objectif c'est pas de faire une démonstration exhaustive de ce que c'est Alpaca, parce que bon, apprendre un langage en regardant un talk, je suis pas sûr que ce soit extrêmement intéressant. C'est vraiment juste de comprendre les motivations qui ont poussé à implémenter Alpaca. Et après, donc, voir quand même le processus de compilation, parce qu'on a dit que Erlang n'avait pas de formalisation sur sa syntaxe et son runtime. Donc, comment le créateur d'Alpaca a décidé de contourner ce problème. Puis alors, on va voir juste la syntaxe générale, la fonctionnalité, puis un peu le système de type. Puis alors, les perspectives d'interopérabilité avec la machine virtuelle. Et puis là, on va voir un point très controversé, qui est le typage des messages. Alors, c'est un projet qui a été démarré en 2016. Alors peut-être que l'ancien nom, avait été démarré un peu avant, mais quoi qu'il en soit, ça a été libéré en 2016. Donc c'est un mec qui s'appelle Jérémy Pierre, qui est architecte chez Asquiki. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font, mais voilà, ça va très bien. Ils ont une stack qui est principalement composée de Erlang et de Scala. Et donc, alors j'ai mis qu'Alpaca était formellement un début de langage fonctionnel, parce que même si on peut déjà s'en servir, on peut déjà le compiler, avec Rebar, pour les gens qui sont très courageux, il manque quand même beaucoup de choses pour être vraiment viable. Donc, la motivation principale de ce langage, c'est vraiment d'offrir un nouveau contexte d'exécution dans Vim, qui soit sûr. Parce que, comme Erlang est dynamiquement typé, c'est pas sûr, on peut faire plein de choses absolument dégueulasses, comme tout langage dynamiquement typé. Et donc le mec, qui venait quand même de Scala, donc qui était plutôt beau gosse en typage, se dit, voilà, ce serait quand même super cool de faire un langage qui aurait toutes les perspectives de Erlang et la syntaxe de ML. Alors je répète un peu, bénéficiant des avantages du typage statique, maintenant, alors réduire par extension l'implémentation de tests unitaires, parce que même si, c'est quoi, c'est Uncle Bob qui s'appelle le mec, qui a écrit un article justement où il disait le typage statique ça sert à rien, je préfère avoir 100% de test coverage. Mais je pense que dans le monde du typage statique, on est des gens vraiment beaucoup plus cool et on se dit, nous on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas de typage statique, mais que les tests unitaires, on peut quand même vraiment les réduire. On ne veut pas arrêter d'avoir des tests unitaires, on voudrait juste pouvoir considérer que les tests unitaires et le typage statique sont les deux faces d'une même pièce, et donc à quoi ça sert de se priver de l'un des deux quand on peut avoir les deux. Alors, certains psychopathes qui font du coq, du Idris, ou du Agda, ou du Beluga diront non mais après avec les types dépendants on peut faire tout ce qu'on veut, et on n'a plus besoin de tests unitaires. C'est vrai qu'on ne peut plus faire de logiciel. Alors, et Dialyzer, en fait j'ai été particulièrement grossier parce qu'il y a des gens qui sont, alors je veux dire, familiers avec l'écosystème de Erlang. Personne? Alors, Dialyzer, c'est quoi? Alors, c'est un outil. À la base, donc, ils ont intégré une macro, enfin une extension préprocessée pour définir des types qui servent uniquement à la documentation. Et Dialyzer, c'est un logiciel qui va analyser tous ces types pour voir si, dans l'implémentation, on est ISO avec la spécification des types. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment cool quand on ne travaille pas avec des dépendances externes. Donc moi, quand je fais des bibliothèques, j'aime bien réinventer la roue, donc je ne me sers pas de dépendance externe et je dis ouais, Dialyzer c'est vraiment super cool, il permet de trouver des problèmes. Par contre, quand on travaille avec des bibliothèques externes qui, elles, ne sont pas typées avec Dialyzer, là c'est la folie. Tout est foutu. On ne peut rien faire du tout. On a des erreurs qui sont énormes, qui ne sont pas très bien écrites non plus. Pour les gens qui ont fait du L, on a une belle petite erreur bien explicite. Dans Dialyzer, on a la stack. On a la stack 13 qui dit ouais, c'est pas bien typé, t'aurais dû faire ça, mais alors il n'est pas capable de résoudre les alias de type, donc en fait c'est absolument illisible. Donc quand on travaille sur un projet seul, c'est très chouette, mais sinon c'est beaucoup plus compliqué. Alors juste pour quand même me plaindre du typage de Erlang et des langages qui tournent sur Vim en général, il y a quand même deux projets. Alors le deuxième mesure, là c'est plus de la promotion, n'hésitez pas à les dropper des stars pour le nouveau projet, mais juste pour un moment on se rend compte qu'en fait, sans typage algébrique, on a vraiment du mal à réussir à distinguer plusieurs unités qui sont inscrites dans un même domaine. Et donc on se dit au fait les variantes c'est super cool. Et alors Coerce, c'est vraiment un problème plus profond au niveau de Erlang. À l'époque, donc on a travaillé sur une stack data avec Erlang, où on travaillait alors avec RIAC. Putain, un choix technique peut-être un peu hasardeux à l'époque, mais voilà, ça fait pas le monde. Et en fait, on s'est rendu compte qu'utiliser les outils de conversion fournis par les built-in functions de Erlang, c'est vraiment hyper problématique. Puisque donc, par exemple, une chaîne de caractères, c'est une liste de ASCII point. Et donc, ce qui fait qu'en fait, si on crée une liste d'entiers, ça peut potentiellement être une chaîne de caractères. Et donc, en fait, forcer le typage peut parfois être extrêmement compliqué. Et donc, on a été obligé d'écrire une bibliothèque qui s'occupe de faire des conversions, en rajoutant des flags et plein de trucs comme ça, pour être capable de convertir correctement des données. Alors que
Et quand je dis convertir par journée, ça peut même aller de l'entier au flottant. Hein. Donc c'est pour dire à quel point parfois le typage de Erlang peut vraiment être ambigu. Mais donc Dialysor, c'est quand même une première promesse qui tient discutablement ses promesses. Alors, survol général d'Alpaca, donc on a de l'inférence de type à la Hindley-Milner, enfin alors, les plus précis diront Damas, Hindley-Milner, donc qui est quand même, je pense, le système de type, enfin, le système d'inférence de type le plus éprouvé actuellement. Mais bon, voilà. Alors c'est inspiré du langage de la famille ML, donc comme Haskell, OCaml, Elm et SML. Et j'ai vraiment été honteux de mettre SML en dernier parce qu'il aurait dû être premier. Alors, il veut rester simple et compréhensible, comme tout langage de la famille ML. Sauf Haskell qui a tendance à rajouter beaucoup trop d'opérateurs partout et qui devient absolument illisible. Et il veut quand même maximiser l'interopérabilité avec Erlang, et avec tous les langages qui tournent sur Vim. Ce qui va quand même poser beaucoup de problèmes dans le futur, et dans l'intégration d'un système de type statique sur un langage de Vim. Alors, il veut remettre au premier plan des éléments de programmation fonctionnelle. Donc c'est vrai que depuis que Elixir a été quand même très mis en avant, beaucoup de gens ont présenté Elixir comme un bon langage pour apprendre le fonctionnel. Je pense qu'Elixir est un langage très intéressant et que ça vaut vraiment le coup d'aller le faire. Si vous avez l'occasion d'aller à Elixir, ben franchement allez-y parce que c'est vraiment des super meet-up et j'adore vraiment Elixir. Mais j'ai pas du tout la conviction que Elixir soit un meilleur langage que Ruby pour apprendre des idiomes fonctionnels, puisqu'au final on manipule les mêmes types, alors je veux dire d'objets du langage, mais pas objets dans le sens orienté objet. On a des blocs en Ruby, on a des fonctions supérieures en Elixir, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas. Donc, typiquement, on considère que les fonctions sont de premier ordre, on ne peut pas faire de purification en Elixir ou en Erlang. Alors, purification, c'est un mot très compliqué pour application partielle, mais typiquement, dès qu'on raisonne en fonctionnel, ben, c'est des choses qui sont gratuites et qui n'ont même pas besoin d'être appréhendées, on s'en rend très vite. Et pourtant, en Erlang, c'est pas possible. En Erlang et en Elixir. Et alors, l'envie du créateur, de Jérémy Pierre, c'est d'avoir des tests unitaires inlinés. Alors c'est vrai que quand on regarde le monde Java, les tests unitaires qui sont dans un package différent, avec des frameworks, c'est très compliqué. Lui, il voulait avoir des tests unitaires en dessous de ses fonctions. Ça peut être une très bonne idée, ça peut aussi parfois alourdir le code. Enfin, je veux dire, même si les tests unitaires donnent une idée de la spécification d'une fonction, bah, parfois, moi j'aime bien les ordonnances du fichier quand même, en contribuant au camel batteries par exemple, on utilise des commentaires pour écrire des tests. C'est absolument horrible puisqu'on n'a plus la colonisation syntaxique. Quand on veut faire des tests, c'est absolument infâme. Bon là, c'est quand même plutôt bien fait. Hein. Et alors sélection du type any. Donc comme on a des types qui permettent de documenter le code, il y avait le fameux type any. Alors, le type any, c'est pas du tout le type alpha qu'on a en KML ou en Haskell, c'est genre tu mets ce que tu veux, quoi. Pas de contrainte. Et là vraiment son objectif c'était de le dégager, quoi. Plus jamais de type any. Tu vois pas de questions? Hein? C'est marrant comme idée, je trouve. Enlever le any? Ouais. Moi je trouve ça génial. Mais je parle pas du alpha, vraiment du any quoi. Alors si tu as deux any, tu vois, si tu as une fonction qui va envoyer any, puis une autre fonction, qui va prendre un any en argument et qui va renvoyer any en argument, bah, tu ne demandes pas qu'elles aient le même type quoi. Tu peux prendre un caractère et envoyer un flottant, tu peux prendre une chaîne de caractères et envoyer un process, ce que tu veux. Donc c'est vraiment le type any en fait c'est quelque chose d'absolument affreux, c'est du polymorphisme de supermarché. Alors qu'est-ce qu'Alpaca ne fera sans doute jamais? Donc les higher candidate types. Alors j'ai dit que je pensais que tu en parlais dans ton talk, mais j'ai oublié de m'enlever. Ouais, c'est un truc de beau gosse qui est en Scala et en Haskell, dans le camel. Alors les types dépendants, alors là c'est cool, ça veut dire qu'Alpaca va rester un langage utilisable pour faire des choses concrètes. Le typage des effets, waouh, cool. Trop bien les types dépendants. Pour faire des preuves, c'est vraiment super. Mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un type dépendant? Non. Alors l'idée d'un type dépendant, en fait, c'est un type qui est indexé par sa valeur. Donc ça permet au niveau du tipeur de distinguer par une liste pleine d'une liste vide, ou de savoir si un rang entier est positif ou négatif. Alors le principal usage de type dépendant s'inscrit dans genre, la logique. Quand on s'est intéressé à la logique fondamentale et à ce qu'on appelle les fondements des mathématiques, on s'est rendu compte que pour modéliser ce fondement mathématique, il fallait impérativement un système de type. Et puis les systèmes de type se sont enrichis en s'améliorant de plus en plus du lambda calcul, qui est le premier langage de programmation, et qui était un langage fonctionnel, ce qui prouve donc que l'impératif sont des usurpateurs. Et l'idée d'un type dépendant, en fait, au plus un système de type est riche, et au plus il peut trouver des erreurs, au plus il s'éloigne de la Turing complétude. Donc par exemple, j'ai un ami qui s'est dit, ben voilà, j'ai envie d'avoir un stage pour faire du Agda. Donc Agda, c'est un assistant de preuve qui s'inspire beaucoup de Haskell au niveau de la syntaxe. Et donc il avait pris un papier qui s'appelle une aventure dans les contrats financiers de Simon Peyton Jones, qui est un des créateurs de Haskell.
et qui a vraiment beaucoup apporté dans les principes de type et la compilation de langage fonctionnel. Donc en fait, ça se sert de type fantôme pour être capable de typer correctement des contrats financiers. C'est un problème qui a l'air peut-être très très simple et qui a une complexité effarante. Et le papier est vraiment super intéressant à lire. Il a été repris dans un livre qui s'appelle The Fun of Programming, qui est aussi super intéressant à lire. Et il s'est dit, bah, ok, c'est cool, je vais essayer de le faire en Beluga ou en Coq, histoire d'être un beau gosse de typage. Et ben, en fait, il est tombé face à un problème absolument insolutionnable, il devait afficher la date. Et ça, dans un langage avec des billes devant, il y a un langage qui est extrêmement bien typé, alors c'est presque impossible. Donc oui, les types de dépendance, c'est académiquement très intéressant. Ça garantit en fait des programmes qui s'éloignent de plus en plus du plantage. Donc on dit souvent, quand on fait du Camel, du Haskell ou du Scala, quand on compile le programme, on a une garantie qui va fonctionner, parce que le compilateur fait énormément de travail pour nous. Quand on compile du Coq, à partir du moment où le programme compile, je veux dire qu'on a une garantie à 90% que le programme fonctionnera, et on n'a même pas besoin de le tester, parce qu'on se sert d'axiomes mathématiques et de formalisme. Mais quoi qu'il en soit, l'idée d'Alpaca, c'est quand même que ça reste un langage utilisable pour faire des choses concrètes, et même pas des preuves mathématiques. Alors, les typages des effets, ça aussi, c'est un domaine de la programmation fonctionnelle qui est vraiment super chouette et qui a énormément évolué grâce à Haskell et aussi grâce à Scala récemment. Et alors, le polymorphisme ad hoc. Alors, zut, pas de polymorphisme ad hoc. J'ai l'impression que c'est un peu le choix des langages modernes, que ce soit Elm ou Alpaca. Donc, les gens décident de ne pas avoir de polymorphisme ad hoc. Donc, le polymorphisme ad hoc, c'est ce qu'on appelle les type classes. Donc, pour donner un exemple très très simple, en OCaml, on a un opérateur pour additionner, l'opérateur plus, le type est int, flash int, donc il prend deux entiers et envoie un entier. Si jamais on a envie de faire l'addition entre deux flottants, et on va servir de l'opérateur plus point, dont le type est float, flash float, flash float. Alors les type classes, ça permet de résoudre ce genre de problème, en considérant qu'en fait, on va donner une implémentation générique minimale et qu'on va pouvoir dériver des combinateurs sur ces types. Et donc ça, il a décidé de ne pas le faire. Alors, dans sa présentation, il explique si j'ai pas envie de le faire, c'est pas parce que je trouve pas ça bien, au contraire de elle, c'est vraiment parce qu'il ne sait pas comment le faire correctement. Et donc, c'est tout à fait admirable comme modestie, c'est fabuleux. Alors, comment fonctionne la compilation? Donc, on a dit que Erlang n'avait pas de spécification, et donc, comment ce mec a fait pour réussir à avoir si rapidement quelque chose qui s'éloigne tellement de la sémantique de Erlang et qui fonctionne? En fait, l'idée c'est qu'en fait, il a un module qui est écrit dans le Alpaca, dans son langage, dans sa nouvelle syntaxe, et il va directement la projeter dans la ST de Erlang. Il va construire la ST de Erlang sur base de son code source, et après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter toutes ses optimisations et ses vérifications statiques sur la ST qu'il a produit, pour produire un nouvel ST. Alors, le petit truc tricky au niveau des noms, c'est qu'en fait, si jamais je crée un truc, ça va être mon module.alp, ça veut dire alpaca underscore mon underscore module.bim, pour garantir qu'en fait, il puisse vivre dans un écosystème déjà vivant Erlang. Alors franchement, le fait de faire de la projection dans la ST d'Erlang, c'est une manière hyper cheap, mais hyper cool, de pallier l'absence de formalisme. Donc ça, déjà, l'idée est vraiment super chouette. Enfin, moi, je la trouve vraiment cool. Et donc, en fait, ça veut dire que tout ce qui est considéré comme élément au cœur du langage, bon, les listes, les maps, ou les guards même, sont directement convertis dans le langage. Et donc, au final, l'usage de ces outils devient complètement gratuit. Donc, honnêtement, c'est un des points les plus cool d'Alpaca. Alors, la syntaxe, rapidement. Bon, voilà, en gros, on peut définir des types algébriques paramétrés, donc le type option ici. Le type option, c'est la même chose que le type maybe, donc une valeur peut exister ou pas. Alors, j'ai mis l'opérateur pipe, parce que les gens qui font du Helm et du Elixir l'adorent. C'est genre la révolution, en plus il est extrêmement dur à écrire, x de f égale f de x. Mais là où c'est vraiment super intéressant, c'est que ça indique une chose, c'est qu'en fait, Alpaca permet enfin de faire de l'application partielle. Parce qu'Erlang ne permettait pas de faire, sauf si on trichait avec du macron. Alors là, l'implémentation d'une map, alors on se sert un peu comme en Haskell, mais comme on pouvait faire déjà en Erlang, on se sert de l'active pattern appliqué aux noms de fonction, donc c'est du pattern matching qui est appliqué au niveau de la signature. Et puis alors, là on a un exemple de test unitaire inline, et honnêtement c'est plutôt sympa. Alors j'ai rajouté l'implémentation de assert equal, qui est fournie dans la bibliothèque standard, mais juste pour montrer qu'en fait on se retrouve avec une syntaxe qui est extrêmement proche de Camel. Alors Alpaca a fait le choix d'utiliser la même syntaxe que Elixir pour les symboles, qui est la même que les symboles des atomes, c'est vrai. Symbole, c'est la terminologie JavaScript théorique. Donc le fait d'utiliser 2 points avant. Alors pourquoi? Parce que comme les parenthèses ne sont plus obligatoires, ça crée une énorme confusion avec les noms de fonctions. Et donc en fait, l'absence de parenthèses implique de créer une distinction entre un atome et une fonction. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre 2 points. Le code vous semble clair ou il y a des choses qu'il faut préciser? C'est les gens qui sont, quand j'ai fait du camel ou du... Ouais. T'as rien fait. Ouais. Tu
peux préciser. Bah d'accord, alors on commence par définir un nom de module, parce qu'un langue en fait fonctionne par module. Après on définit un type, alors on a un type option qui va être paramétré par un autre type. Alors ici il utilise donc la notation apostrophe A, correspond à alpha, qui vient d'OCaml, qui vient de SML d'ailleurs, des langages ML traditionnalistes. Et donc on dit en fait, donc là on a ce qu'on appelle une disjonction. Donc on va dire, mais soit on va avoir somme de quelque chose. Ça j'ai vu dans Rust. Ouais, c'est la même chose, exactement. Alors, le suivant, donc en gros, on va servir des parenthèses pour dire qu'on définit un opérateur en fixe. Et donc on définit le pipe chevron. Pipe chevron, c'est un opérateur qui a vraiment trop la hype, genre F#, ils ont créé leur logo autour de cet opérateur. Parce que c'est l'opérateur du futur, vraiment. Hein. Alors ils ont pipe chevron et chevron pipe. Dans l'implémentation, chevron pipe, f de x égale f de x. Alors bon, on s'en sert pour au final devoir limiter les parenthèses. Mais c'est juste pour dire qu'on a la purification. Donc la purification, c'est le fait de considérer que le f là c'est une fonction et que j'ai pas besoin de lui passer des arguments. Si jamais il manque des arguments, on va me renvoyer la fonction qui attend les arguments suivants. Ok. Et puis après, donc, on a l'implémentation de map. Alors elle est faite en deux temps. Donc d'abord, alors map, c'est fmap, donc pas pour flat map, mais pour functor map. Donc c'est un map classique. L'idée c'est de se dire, bah, voilà, j'ai envie d'appliquer une fonction sur le contenu d'une option. Alors je vais dire en gros, si jamais j'ai rien, ben je renvoie rien. Et si jamais j'ai quelque chose, eh ben donc, en gros, ici ce que je fais, c'est j'applique du pattern matching au niveau de ma définition de fonction. Et donc là, j'extrais ma valeur A. Ok. Donc sur A, je vais pouvoir m'en servir. Et donc je vais dire, ben voilà, donc là, je me sers de f. Alors j'ai mis un morceau, je n'ai pas besoin du f en fait, puisque j'ai rien à faire quand j'ai un même. Ici, donc en gros, ce que je fais, c'est que je dis, ben alors si j'ai par contre ma fonction avec une fonction, l'application de map avec une fonction et quelque chose dans lequel j'ai une valeur, eh ben, je vais renvoyer somme de et puis f de A. Ok. Et après là, donc, on a défini un test unitaire directement dans le code source. Et puis l'implémentation d'assert equal. Donc assert equal, qu'est-ce qu'on dit? On dit bah, elle prend deux valeurs, A et B. Et bien prend est-ce que A est égal à B? Alors, pourquoi j'ai fait du matching alors que c'est une expression booléenne? Parce que les conditions ne sont pas encore implémentées dans le paquet. Alors c'est pas dramatique puisqu'on peut servir de correspondance de motif. Et donc si jamais c'est vrai, ben, je renvoie OK, sinon je lance une exception. Ok. Si jamais il y a une impression, vous pouvez te le dire. Parce que... C'est un peu plus dur. Mais il ne faut pas hésiter. Vraiment, c'est marrant qu'il y ait ces exceptions. Très très gros débat. Pourquoi? Et pourquoi? C'est marrant. Parce que l'exception, c'est quand même la forme de ton type, quoi. Ça bubble, ça fait tout péter, quoi. C'est pour le superviseur. Tu es dans. Ouais, c'est pour le superviseur. En fait, mais ça C'est anticipe un petit peu. en fait. Ça anticipe un petit peu les trois slides suivants. Ok, bah, j'emmerderai les gens après. Retenons juste ce terme interopérabilité. C'est vraiment ça qui est important. Ouais, puis il faut fondamentalement si ça fout le bordel dans la veille qui est en dessous. C'est ça en fait. Et là, on va voir que c'est un peu les problématiques qui sont liées à le paquet. Ouais, c'est l'histoire du nul en ce cas-là. Du nul en ce cas-là. Alors non, parce que le nul en ce cas-là, c'est vraiment une erreur de concept. C'est vrai, ça. Non, c'est irrévélité, mec. Ou du sous-typage par inclusion, ou de plein de blocages qui sont liés à Scala, enfin qui sont liés à la VM et pas à Scala, et qui n'auraient pas les mêmes problèmes si la version de .NET avait continué à être maintenue. C'était un projet initial, je pense. Je sais pas si c'est encore maintenu, mais je ne sais pas. Mais oui, tout à fait. On dépend d'une VM, on nous dit le sous-typage par inclusion, c'est vraiment de la merde, il ne faut pas s'en servir. On va faire des type classes, et les type classes qui dérivent des traits, qui utilisent implicite, qui font de la magie noire, etc. Parce que c'est plus performant, mais c'est juste une limitation de la VM. Mais on y arrive. Alors bon, concrètement, le typage dans le package, on a les types internes, le booléen, liste, etc. Mais on peut aussi définir ses propres types, donc on a les types sum, donc on a du polymorphisme paramétrique, on peut faire des types récursifs. Et on peut faire des disjonctions. Alors j'utilise le terme disjonction et pas union discriminée, ça c'est quand même très très différent. Donc là j'ai trois exemples, donc le type option qu'on a déjà vu. Là je définis une version custom du type list. Donc le type list c'est une structure qui est purement récursive. Donc soit on a rien, soit on a alors const, c'est l'opérateur 2 points, c'est bien une liste, et qui est caractérisé par une tête et une queue. La queue c'est aussi une liste. Et alors le type madness numérique, qui peut valoir soit int ou float. Alors, c'est très particulier. Il y a des gens qui ont fait le choix d'intégrer ça dans leur langage. Je ne sais pas si vous connaissez TypeScript. TypeScript, ils ont dit on va faire ça, c'est une très bonne idée. En fait, c'est une très très mauvaise idée. Ça a genre aucun sens. Hein. Dire, bah alors, soit c'est ça, soit c'est ça. Et au runtime, on va définir de ce que c'est. Mais genre, à partir du moment où on se dit au runtime, on va solutionner ce problème de typage, c'est qu'on n'est plus dans un système de typage statique. Donc c'est quelque chose d'absolument idiot, mais
Ils sont obligés. Alors après on a les types produits, donc on a des tuples d'Erlang, juste qu'on remplace les accolades par des parenthèses, parce que le code est quand même un peu léger. Et alors on a des records, qui disent le raw polymorphisme. Vous savez tous ce que c'est que le raw polymorphisme? Non? Est-ce que vous ne savez pas ce que c'est que le raw polymorphisme? Ah. Alors est-ce que vous avez déjà manipulé des interfaces en Java? Les interfaces en Java c'est magnifique parce que, admettons que je crée une interface forme géométrique, et après j'ai une classe carrée et puis une classe cercle, et puis alors je décide de manipuler mon cercle comme si c'était une forme géométrique, et bien je ne vais pas pouvoir récupérer le contravariant de mon type, je vais être obligé de le transcripter, de le caster. C'est parce qu'en fait, dans les interfaces, on n'a pas de polymorphisme, donc on oublie en fait toutes les informations les plus génériques entre guillemets, et on est obligé de faire les plus spécifiques, et on est obligé de recaster. Donc ça c'est par absence de polymorphisme. Quand on a du polymorphisme, eh ben, on peut considérer en fait qu'on va avoir un membre minimal. Donc par exemple ici on pourrait considérer dans le x, y, mais je pourrais considérer que mon type, eh ben, son existence minimale c'est le x, qui est caractérisé par un entier. Et puis après si je lui passe une valeur qui est caractérisée par un x et un y qui aura une somme de caractères, eh ben, je pourrais le traiter comme s'il était inscrit dans ce type minimal et puis après récupérer tout ce membre sans devoir faire une conversion runtime. Donc c'est un peu, là pour le coup, peut-être que c'est aussi une simplification de la même, mais je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment fait ça comme ça. Surtout que ça existe depuis les années 80, quoi, donc voilà. Alors bon, le pattern matching ne peut déconstruire que sur le même type, donc sans Erlang c'était pas le cas avant, maintenant c'est le cas, donc c'est-à-dire qu'on peut pas s'amuser à... Enfin, on peut pas s'amuser à passer n'importe quoi. Alors qu'en fait on peut, grâce au madness numérique et autre chose. Hein. Donc ça c'est dans la pure tradition ML. Hein. Et puis alors là dans le cas de match x, 0x, ben, l'inférence c'est son taf, x c'est un entier, voilà, pas d'alternative possible. Mais alors, le truc en fait, c'est qu'on préfère cette écriture-là. Donc on va mettre chez x avec 0, et c'est 0, puis on va dire x integer, x en 0. Alors ça c'est un guard, donc c'est une condition qui est préprocessée au niveau d'Erlang. En fait, on ne peut pas le définir autrement par des macros, on ne peut pas implémenter une fonction x quelque chose, on est obligé d'écrire une macro. Alors juste, pourquoi est-ce qu'on est obligé de... Parce que normalement, l'inférence de type nous dit, les branches du pattern matching nous disent que tout doit avoir le même type, alors pourquoi je suis obligé de faire une garde qui va me dire que c'est entier? Est-ce que vous avez une idée? Il a donné la réponse tout à l'heure. Non. Non, c'est l'interopérabilité. Le truc en fait, c'est qu'un des arguments principaux de Alpaca, c'est de communiquer avec les autres langages de Vim. Donc principalement Erlang pour bénéficier de toute sa bibliothèque standard complètement pétée. Et donc en fait, dans le cas d'une fonction Alpaca donc, qui est utilisée dans un autre langage, eh ben, il faut quand même gérer les cas de figure où dès qu'on exécute dans du Erlang, on n'a plus cette notion de typage. Et comme on le sait tous, un langage compilé perd toutes ces informations de typage. Même si certaines personnes prétendront qu'un bytecode devrait être statiquement typé, ça n'a absolument aucun sens. Hein. Et donc c'est l'intérêt de ce type-NS. Donc en gros c'est un viol profond de toute la théorie du typage. Regarde, TypeScript a décidé de le faire sciemment alors qu'ils n'avaient pas de contraintes. Ok. Là, il y a quand même un objectif qui est, on veut réussir à communiquer avec Erlang et on veut éviter de produire des fonctions qui peuvent potentiellement cracher avec Erlang. Et donc là on se retrouve avec un peu les mêmes problèmes que ce cas-là, c'est on dépend d'une VM et on a envie que tous les langages puissent vivre sur le même écosystème et communiquer entre eux. Question, Ouais. TypeScript n'avait pas le même problème avec JavaScript qui a son type number, il me semble. Non, mais, alors oui, il y a le même problème, mais en fait le truc c'est qu'en soi le code TypeScript, il pourrait faire des ports, etc. mais quoi qu'il en soit... C'est surtout que le TypeScript, ils n'ont rien à tamponner d'avoir la moindre dépendance qui ne soit pas écrite en TypeScript. C'est-à-dire que oui, ta VM a un type number, mais comme TypeScript écrit au démarrage de quand tu fais du TypeScript, tu dépendras de TypeScript, tu n'auras pas des dépendances JS, ils en ont rien à battre. Et puis les interfaces délocalisées qui permettent de pallier à ce problème en fait. Voilà, c'est ça. Et après, même si je trouve que Flow a quand même une manière plus intelligente de raisonner son typage, même si je trouve que dans TypeScript il y a plein de choses très bien. Je veux dire, ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais parfois on trouve des gens complètement pétés sur le GitHub aussi. Un jour j'ai vu une issue d'un mec qui disait est-ce qu'on prend des types dépendants dans Flow? Oula, types dépendants, gros débat. Juste, pourquoi? Et il dit parce que Tout le monde sait ce que c'est que tes types dépendants ou pas, parce que j'ai expliqué. C'est un type qui a laissé sur sa valeur, ouais. Eh ouais. Attentif. Ouais, mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est un type pour faire des maths. C'est un type très très compliqué dont on n'a jamais de cas d'usage réel, enfin dans la vie réelle, sauf quand on fait des mathématiques très très compliquées.
c'est un truc dont vous aurez besoin si vous voulez utiliser des type dependent une fois dans votre vie, vous allez faire le Hello World de Idris. Et en fait, c'est imaginer, vous êtes capable de faire un sous-type de int qui, au lieu de dire je sous-classe int juste, dit je sous-classe int entre 2 et 9. Et t'es obligé que ta valeur soit comprise entre 2 et 9, c'est le compilo qui l'impose en fait. Et c'est vrai, il fait la compilation. Je fais ça en ADA. Agda. Ada. Ada, ça fait Le langage concurrent de supermarché. Je sais pas, j'avais fait d'ADA, je sais pas. Agda, il y a Coq, il y a Beluga, Idris. Idris, c'est la façon utilisable de Coq en fait, tu peux le faire. Et il faut le dire vite, hein, tu vois. Et après, tu as des bouts de typage dépendant en SQL. J'ai vu un super truc qui montrait comment utiliser des types dépendants en SQL pour conserver les invariants dans des arbres rouges noirs, par exemple. Tout à fait. On a alors, Des bouts, ouais. des bouts de types dépendants. Tout à fait. Et puis après, alors, en ce cas-là, c'est un peu différent parce qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des types de ce qu'on appelle les short paths dépendant de type. Et donc, en fait, c'est juste. Alors, ça reste quand même une forme de type dépendant, mais alors pour moi, j'ai envie de dire, ce serait un petit peu comme si on considérait que des types fantômes dont le paramètre fantomatique était lui-même un type fantôme ou un GADT étaient des types dépendants. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on fait ça, on considère qu'on a une différence structurelle au niveau du type polymorphe, et donc on peut réussir à faire des trucs qui ont l'air vraiment profondément magiques au niveau du typeur et donc à la compilation. Mais est-ce que les short paths dépendant de type sont réellement des types dépendants? Ça c'est un grand débat. Je ne pense pas. Et après, on peut faire la méthode Haskell, et donc effectivement, ils ont des types dépendants, alors juste sur les entiers, il me semble. Il me semble que c'est juste sur les entiers. Mais là, c'est très fort parce que c'est très facile d'avoir des types dépendants quand le runtime d'Haskell pèse 700 MHz. Voilà. Ceci dit, les types dépendants, ça vaut vraiment le coup de le faire parce que c'est super rigolo. Et puis on apprend une nouvelle forme de programmation. Et puis j'en avais discuté avec le CTO de Clever Cloud, justement, où en fait on se rendait compte que depuis toujours, on nous parlait de l'inférence de type comme de quelque chose de génial, et en fait les types dépendants, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'avant l'inférence de type, on a la correspondance de query-over, la correspondance de preuve et de programme, et qu'en fait l'inférence de type, eh ben, c'est pas spécialement là, parce que dans les types dépendants, sur base d'une signature de type, on peut inférer un programme. Et là en fait, on se rend compte que typiquement, des langages comme Idris ou Beluga mettent vraiment l'accent sur la métaprogrammation, et au final, on génère avant la compilation des portions de code, et sur base de signature de type, on arrive à décrire complètement tout un système qui peut potentiellement être complet. Alors, je dis potentiellement être complet parce que, voilà, on a dit le Hello World c'est un nombre entier, un nombre entre 2 et 9. Par contre, pour afficher Hello World dans la console, c'est plus compliqué. Je rigole. Mais donc en fait, voilà, donc, pour en revenir, on est un peu, c'est un peu éloigné. Il y a des questions par rapport à ça? De leur dire, on s'en fout aussi. Hein, vous en foutez pas, c'est cool. Mais donc ce type manesse, en fait, c'est triste, mais c'est nécessaire. Parce que dès qu'on veut réussir à garder cette interopérabilité, eh ben, on n'a pas le choix, on doit faire des choses qui sont extrêmement sales. Ou alors, on utilise la méthode closure. La méthode closure, c'est très simple, on dit, moi, j'en ai vraiment rien à faire, je considère que la JVM est juste un contexte d'exécution, et les bibliothèques de Java, je m'en fiche. Et on réécrit toutes les bibliothèques à la main. Ce qui n'est pas une mauvaise solution non plus, hein. C'est juste une solution alternative. Alors, les Foreign Function Interface, donc évidemment on parlait encore une fois d'interopérabilité, mais en fait là on a une construction qui permet d'appeler des fonctions qui viennent de BIM, donc des fonctions qui sont compilées depuis un fichier BIM. Alors le code a l'air un peu plus compliqué, mais donc globalement c'est quoi? Si on utilise la construction BIM, et bien on lui passe le module comme un symbole, le nom de la fonction, une liste de paramètres, et après on met with, et puis là on type les arguments et on type la sortie. Alors là on suppose que l'utilisateur n'entre pas des types random, parce que bon, c'est quand même un problème qui est absolument indécidable, puisqu'il n'y a pas de notion de type dans des programmes Erlang, ce qui fait qu'on n'a pas un source map qu'on peut aller requêter, et donc si jamais le mec met n'importe quoi, ben ça crashera, et là on se dit qu'on ne peut pas faire de magie, hein, je veux dire, voilà. Faut exagérer, c'est pareil en Rust, avec la FFI, c'est pareil en OCaml avec la external, enfin c'est pareil avec tous les langages qui décident de communiquer avec le monde extérieur, et à un moment on n'a pas vraiment le choix. Surtout quand on est à l'extérieur et un peu pourri sur ce type. Ouais, puis après tout le monde on s'en fout, quand on met du JSON on fait que des chaînes de caractères. Enfin, c'est... ouais, il n'y a pas trop le choix. Sachant qu'en Rust, tu as ta communication CC, et quand Java, c'est... Enfin, dans ce cas-là, c'est Java, et que là, c'est Erlang, mon système de type est quand même franchement chouette, ça.
Sans compter qu'en Erlang, tu finis assez rapidement par faire du binding binaire, parce que la librairie standard est quand même très pétée. D'ailleurs, il y a des types dépendants à la langue, hein. On peut dire non name integer. Mais il n'y a que des éditeurs qui sait s'en servir et comme personne ne sert d'IDL, ça ne sert à rien. Alors, le typage des messages et des receveurs. Donc juste, comme vous m'avez dit, quand en grande partie vous n'étiez pas particulièrement familier avec Erlang, et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été à l'Elixir et qui n'ont pas vu mon talk qui parlait de Erlang. Donc en gros, Erlang c'est un langage qui fonctionne sur le modèle acteur, donc il considère que la primitive minimale pour être capable de faire un système concurrent, c'est d'avoir des entités qui ne peuvent communiquer qu'au moins un message. Et donc en fait, l'enjeu d'un programmeur à Erlang, c'est d'envoyer des messages et de traiter la réception de ces messages. Donc là, j'ai un petit code Erlang, pour les gens qui ont fait du prologue, ils disent « oulala, ça ressemble énormément », et c'est vrai, ça ressemble énormément. Et donc là, en gros, j'ai une fonction add qui prend un state, et puis qui, dès qu'elle reçoit un message quelconque, elle va renvoyer state plus X. Alors, après, on va spawn un module, donc c'est la primitive qui considérera à dire j'exécute de manière asynchrone quelque chose. Cette fonction, donc spawn, va me renvoyer un PID, et après, je vais pouvoir envoyer des messages à ce PID avec l'opérateur bound. Donc A pour l'exclamation, et puis j'envoie, je suis une chaîne de caractères, donc state plus X, ça crache à l'exécution, mais comme Erlang est dynamiquement typé, il ne va pas me le dire. Ok. Et donc Alpaca il se dit ouais, mais alors moi je fais de l'analyse statique ultra fine, je pourrais dire non mais il y a un problème, sauf qu'au final, receive elle n'a pas de notion de type, et PID non plus. Donc ils ont proposé une implémentation différente dans le mode message, et donc en gros ils considèrent qu'un receveur, il a un type de message, qui peut aussi être une non discriminée, et que ça renvoie un type de retour, et donc on force l'usage de bang avec le type de message, donc comme une fonction classique. Donc comme ça, en fait, ça permet d'envoyer des messages qui sont typés et de vérifier la compilation. Donc vraiment, c'est super cool. Ça crache quand on fait des bêtises. C'est tout ce qu'on attend dans un langage qui est correctement typé. Alors, niveau interopérabilité, alors, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, on a quand même un petit problème, c'est, imaginons que j'ai un programme compilé en Erlang qui attend quelque chose, mais je peux lui envoyer n'importe quoi. Et si jamais Erlang veut envoyer quelque chose à un programme compilé depuis Alpaca, mais je peux aussi lui envoyer n'importe quoi. Et donc là c'est aussi une fois de plus un problème décideur. Alors qu'est-ce qu'on peut penser d'Alpaca? Oui. Si tu envoies un madness type, ça fait quoi? Il le met à la poubelle? Alors en fait, quand on envoie un type, alors depuis Alpaca à Alpaca, quand on envoie un type qui n'est pas pris en charge par le système de type, il est loqué pour l'éternité, jusqu'à ce que tu supprimes ton serveur. Ils ont dit, hein, si vous avez une solution pour faire ça proprement, on est hyper open, je pense qu'ils n'en ont pas encore, mais que ça devrait pas tarder à arriver. Donc pour le moment, en fait, ils restent dans cette espèce de magma que sont les boîtes web Erlang, qui ont des messages qui ne sont pas traités. Et ça, c'est En fait, le bordel doit finir dans une boîte aux lettres quelconque et t'as intérêt à avoir du monitoring pour pouvoir récupérer ton message. Voilà. Mais ça, c'est le même problème quand même. Mais tu vois bien si tu fais la merde. Pour vider ta boîte. Si tu fais la même merde, tu auras le même problème en Erlang. Ou en ce cas, Si t'as envoyé de la daube, le message va finir quelque part. Et... Oh, t'es l'homme en général. Non, dans ce cas-là, si tu te démerdes bien, tu peux le faire juste cracher. Enfin, moi aussi. Si tu mets un underscore, reste. Voilà. On peut. Alors dans le cas de typage, c'est plus compliqué. Alors techniquement, il ne devrait pas compiler. Donc voilà. Hein. Mais on imagine de l'envoi dynamique de messages, pas de solution. Mais je pense que c'est pas. Mais c'est dommage, hein, parce qu'on était quand même presque à quelque chose de magnifique, on avait quelque chose d'aussi laid que AK, et d'aussi sûr que AK, hein, Alpha to Unit tout le temps, bam. Donc voilà, à mon avis, quels sont les points positifs de Alpaca? En fait, le langage est raisonné de manière très intelligente. Alors, on pourrait voir que non, parce que là, je suis là du haut de ma pétence en train de dire ouais, l'interopérabilité ça marche pas, blablabla. Mais globalement, le fait de se dire on va construire un langage qui va enrichir une VM et on va essayer de ne pas jeter tout ce qu'il y a dans cette VM, bah déjà, je trouve que c'est super cool comme démarche. Vraiment, c'est super chouette. Il part d'un super bon sentiment. Alors là, pour le coup, je me permets de troller ouvertement Scala. Le mec qui faisait du Scala et du Erlang, il s'est dit je voudrais faire un langage compilé, statiquement typé, hyper expressif, comme Scala, en fait. Et il a choisi d'associer ML et Erlang et de créer un nouveau langage pour avoir quelque chose de réellement utilisable. Alors le langage promet d'être beau quand même, parce que syntaxiquement, bah, ça ressemble au HTML, donc c'est magnifique. Et il ne perd pas l'interopérabilité de vue. Et donc, ça peut paraître stupide, parce qu'au final, en en se disant on va rester interopérable, ben, il se limite, mais il se pose des problématiques de recherche
qui sont fondamentalement intéressantes et qui, pour moi, vont vraiment enrichir l'écosystème des VM et des langages qui vont tourner sur ces VM. Et puis surtout, il n'est pas trop ambitieux. Parce que je pense que toute personne qui s'intéresse au système de type et qui a envie de créer son propre langage, eh ben, il va se dire, bah voilà, moi je vais faire ça comme un beau gosse, je vais d'abord implémenter un système de type classique, puis après je vais typer les effets, puis après je vais mettre des types dépendants, et puis après je fais Beluga ou Abda ou Ilace. Là, l'objectif c'est vraiment d'avoir un langage qui est industriellement utilisable. Mais alors les questions maintenant, c'est comment typer les interfaces des comportements TP. Donc dans Erlang, on a ce qu'on appelle les behaviors, les comportements TP, qui en gros sont des foncteurs applicatifs qui permettent de générer le code nécessaire pour faire tourner des problématiques récurrentes en programmation concurrente. Mais le problème, c'est que typiquement un serveur web, eh ben, il n'a pas de type fixe. Et donc, comment fait-on pour garder justement l'interopérabilité avec Erlang sans typer à la main tous ces comportements et tous les comportements qui pourraient être amenés à sortir? Très bonne question. Alors, on peut faire comme TypeScript, on fait un GitHub dans lequel on a des source maps qu'il faut qu'on mette en place. Mais voilà, c'est voilà. Et alors le hot code reloading, swapping, et là ça va être la partie suivante, parce que ça c'est un gros débat. Alors, vouloir typer Erlang, c'est pas du tout une nouveauté. Le fait qu'on ait des spécifications de type pour générer de la documentation, ça prouve quand même que les gens se sont dit à un moment, ben, on a envie de le faire. Donc, pour le moment, l'objectif des types, c'est d'améliorer la documentation, parce que toute personne qui a travaillé dans un langage statique, pourquoi les gens ont fait TypeScript à la base, c'était pour avoir une bonne autocomplétion. Le but, c'était d'avoir un IntelliSense boosté aux stéroïdes, et c'était pas du tout pour la sûreté, la garantie, etc. C'est juste que le type est un outil de design qui peut être requêté pour avoir des informations sur une fonctionnalité. Donc, c'est magnifique. Et ils peuvent être, alors j'ai éventuellement vérifié via Dialyzer parce que, je veux dire, il est très très facile à faire cracher. Mais alors, un papier qui s'appelle Practical Subtyping System for Erlang, donc là c'est John Strong qui parle et qui dit, bah un jour il y a Philippe Wadler, alors Philippe Wadler c'est un des papas de Haskell, c'est un gros bonhomme de la programmation fonctionnelle, le mec qui pèse trop dans le game, il a écrit un papier qui vulgarisait les propositions de Moggy sur... et qui s'appelle Monad for Functional Programming. Donc c'est un peu un des très très grands noms de la programmation. Il a fait plein de choses magnifiques, dont Haskell, et dont la vulgarisation des monades, donc l'extraction de la théorie des catégories appliquée à la programmation fonctionnelle, ce qui a permis de donner naissance à les parseurs monadiques, etc., qui ont pu même donner naissance à des bibliothèques Rust utilisées par Clever Cloud ultra performantes, et plein d'autres outils. Et donc en gros, le mec il arrive et il dit, ben voilà, moi j'avais une année sabbatique, c'est le moment où il a quitté la recherche pour aller dans un laboratoire privé. Et il s'est dit, ben donc, je trouve qu'il faudrait typer Erlang, donc j'ai écrit un système de type pour Erlang. Est-ce que tu le veux? Johnson, oui. Parce que Johnson, en fait, s'il n'a pas typé Erlang, c'est parce qu'il trouvait ça extrêmement compliqué de typer statiquement Erlang, mais donc lui, il est très content. Et donc là, il y a Philippe Wadler et Simon Marlowe, qui est très connu pour avoir travaillé sur GH7, donc le compilateur de Glasgow, Haskell, le plus utilisé, enfin le seul d'ailleurs, enfin la seule implémentation viable. Et donc ils ont publié un article, donc le 20 est un numéro qui référence la publication académique, le fichier s'appelle erlang.pdf. Mais en fait, l'implémentation était hyper décevante. En fait, ils typaient qu'un sous-ensemble du langage, et toutes les intercommunications entre les processus n'étaient pas typées du tout. Alors là, on peut se dire, alors Alpaca a dit je vais le faire, et Philippe Wadler s'est dit je ne vais pas le faire. Le problème, il était clairement pas technique, il était conceptuel. C'est qu'en fait, si Philippe Wadler n'a pas réussi, je pense que c'est très très compliqué de le faire. Parce que Philippe Wadler, le mec qui a créé Haskell, et quoi, c'est un peu l'ayatollah du typage utilisable. Hein. Donc voilà. Mais donc c'est pas du tout nouveau. Hein. Cet article date de 1997, il me semble. Donc un an avant la release de Erlang. Et actuellement, ça n'a toujours pas été fait. Mais alors, donc, pourquoi c'est pas possible? Et là, le point qui est vraiment essentiel, en fait, le plus gros problème, c'est le code swapping. Alors, le code swapping, c'est quoi? C'est de se dire, on a un système Erlang qui est d'une complexité effarante, qui utilise 250 000 modules compilés, et on se dit, moi, j'ai remplacé un module, et j'ai envie de le changer dans mon architecture, et je vais pas devoir recompiler toute mon architecture, ce qui fait que j'aurai pas de downtime. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais juste remplacer, grâce à la liaison dynamique, la portion de code, alors au moins dans la code diff qui est complètement pété, et donc je vais pouvoir faire du rechargement de code à chaud. Donc c'est grâce à ça, par exemple, que World of Warcraft a réussi à faire des mises à jour sans downtime. Enfin, jusqu'à ce qu'ils atteignent un peu critique d'utilisateur, et là ils ont eu des putains de downtime. Et puis après, Erlang, il y a un petit côté COBOL aussi. Erlang, donc, ça fait depuis les années 80 que c'est en production, chez Ericsson, et puis dans d'autres projets qui avaient payé pour y avoir droit. Et donc on a un historique de code. Actuellement, personne ne peut remplacer le code COBOL parce qu'il est beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Et personne n'a envie de faire ça. Mais dans les systèmes Erlang aussi, ce qui fait qu'en fait, les nouvelles releases candidates de Erlang, elles sortent relativement vite quand même, mais elles se focalisent sur
la performance et pas l'optimisation du bytecode. Donc c'est la performance à niveau de compilation et pas la transformation du bytecode. Et donc en fait, réussir à typer Erlang post-mortem, c'est presque impossible. Et donc, quelles sont les pistes éventuelles? Vous avez bien compris le concept de hot code swapping, c'est quand même que tu changes des morceaux du code d'une application en train de fonctionner pendant qu'elle s'exécute, et ça n'arrête pas l'application. C'est quand même totalement méga vénère ce truc. Par contre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de système de type. Parce que ça impliquerait de trouver un moyen d'exprimer les évolutions du système de type dans le temps. Et vous savez, c'est le fameux champ serialize tout pourri qu'il y avait en Java. Là. Et ils ont essayé, hein, mais ça c'est pas passé comme prévu. À partir du moment où tu changes quelque chose dans ton code, ça veut dire qu'il y a avant changement, après changement. C'est ça. Et donc, il faudrait les deux peuvent cohabiter en même temps parce que tu as encore des fonctions qui tournent sur l'ancien type et c'est ça. Et même tu as certains de tes serveurs qui n'ont pas encore été mis à jour et compagnie. Et en fait, si tu veux, il faudrait quasiment être transactionnel sur ton changement de code, mais ça impliquerait un stop the world. Et donc, un arrêt du système en production. Et donc, fini la téléphonie. En clair, fini l'usage numéro 1 du bordel. Mais alors, Pourtant, on peut faire du hot code swapping sur les JVM aussi. alors justement, c'est là où. Non. Si, on peut. Si. Ah, si, on on peut peut. prendre des exceptions si tu as changé le type de ton interface, genre méthode not found et compagnie. Mais c'est ça, en fait, je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre. Mais c'est qu'en fait, le principal problème, alors il y a l'aspect, justement, l'absence de transaction qui pose un problème sur la diffusion de la mise à jour. Mais il y a un autre problème, c'est qu'en fait, on part du principe que quand un module compile, on s'attend à ce qu'il fonctionne. Et comme le typage d'Erlang est suffisamment mou, eh ben, on peut réussir à faire rentrer le code dans ses modifications. Par contre, si jamais je compile un nouveau module qui change complètement son interface, mais qui produit un code typé, eh ben, j'ai quelque chose qui est censé être valide. Et sauf qu'en fait, peut-être que j'ai décidé de remplacer le caractère par un flottant, parce que je suis fou, et là, ben, j'ai du code qui est valide et qui est pourtant rejeté à l'exécution. Et ça, c'est le plus gros problème, et le fait que c'est absolument impossible. Et donc, c'est absolument impossible de faire ça parce qu'on peut le faire à la JVM, mais le truc c'est que ça marche pas trop mal en fait. Hein. C'est juste qu'il faut accepter de devoir manipuler le chaos pendant une dizaine de minutes. Enfin, ça dépend de la taille du programme. Ça dépend de la taille de ton cluster. il faut refaire tout un tas de vérifications. Et ça, c'est pas bien. Mais pour moi, le vrai problème, c'est vraiment, en fait, on a un programme qu'on a plus ou moins certifié valide parce qu'on a notre travail de notre tipeur qui a fait son taf, et puis on le met dans un système qui existe déjà, et là, ben, on n'a pas ces corrélations de typage qui est faite, puisque le bytecode, lui, ben, au final, il est compilé, et il perd toute l'information de typage. Après reality check, tu prends un soft comme React qui a quand même été codé à la base pour se servir de cette fonctionnalité-là d'Erlang. Et factuellement aujourd'hui, React, tu ne te sers pas du hot code swapping, tu relies sur la totalité de ton clustering lié à React et tu restarts tes nœuds les uns après les autres parce qu'en fait il est incapable de faire son hot code swapping pour 10 000 raisons tout à fait accessibles, enfin tout à fait compréhensibles par ailleurs. En fait tu ne peux pas hot code swapper React. Tu es obligé de reloader ton cluster. Mais ils te disent on en a rien à battre parce que du coup on est cluster wide sufficient et c'est pas grave. Sauf que ça c'est vrai pour une base de données, mais ce serait pas vrai du tout dans le cas de la téléphonie puisqu'en fait tu pèterais des conversations. Ouais. Et puis il y aura un putain de non-tech aussi. Il y aura un putain de non-tech parce que c'est un problème très massif au final. Les routeurs de télécommunications, c'est réussir à relier dynamiquement l'intégralité de ton système dans ton système de type. Je pense que ça implique d'avoir comme 24 heures de blocage, ce qui est pas possible. Enfin, voilà. Mais ceci dit, au-delà de React, en fait, le code swapping, quand on fait du Erlang, je pense qu'on s'en sert très peu. Je pense que les gens qui ont dû s'en servir, on avait besoin à une époque, maintenant on ne le fait plus. Enfin, parce que c'est super galère à mettre en place, et d'ailleurs, une des choses qui fait que le développeur Elixir ont vraiment beaucoup de mal à structurer correctement un projet. Ils font des projets magnifiques, mais ils n'ont pas du tout l'expérience OTP pour structurer des projets. Mais c'est parce qu'en fait, ils ne se servent pas de tous les superviseurs et tous les comportements qu'on a mis à disposition dans la VM Erlang, dont le principal qui est la relation entre le comportement application et superviseur, et qui, elle, en fait, gère tout son cycle de mise à jour au travers de hot code swapping. Et comme les gens ne le font plus, au final, est-ce qu'on en a vraiment besoin, hein? Alors pour des gros problèmes qui sont depuis des années, oui, mais une des pistes éventuelles pour Alpaca, elles sont tristes, hein, mais bon voilà, et il y a le typage graduel. Donc le typage graduel, c'est l'idée d'introduire progressivement un système de type dans un langage qui n'en a pas. Ils ont essayé dans Python, ils sont complètement plantés. Là, ils sont en train de le faire avec R, ce qui serait pas mal, parce que R, c'est un langage qui est discutablement lisible, mais très très utilisé.
Le typage graduel, ben, ça peut se dire, c'est un peu ce que Philippe Waller a fait à la base, c'est on type un sous-ensemble du langage et puis progressivement on rajoute du typage. Alors, après il y a le sacrifice. Hein. Est-ce qu'on peut pas considérer qu'Alpaga il peut en avoir rien à battre du code swapping, ou alors qu'il en a rien à battre de l'interopérabilité, et là, basta quoi, à la closure. Et alors, honnêtement, je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode là-dedans, hein, c'est juste des questions pour le futur d'Alpaga. Donc voilà, qu'en penser? Alors de mon point de vue, c'est que c'est un projet qui est vraiment super intéressant. Ça vaut vraiment la peine d'être suivi parce que alors, si jamais vous n'avez pas eu l'habitude de contribuer à des projets open source, ça vaut vraiment le coup de le faire avec eux parce qu'ils ont vraiment tout mis en place pour que ce soit facile de contribuer. Ils ont même un code of conduct. C'est vachement chouette, il paraît. Ça permet de manager les minorités. Et alors les gars sont vraiment hyper open, un peu à la merde d'Elixir. Pour moi, je disais souvent en fait. Typiquement, alors je vais faire une comparaison entre Java, Scala et Erlang, Elixir et tous les langages qui dérivent. Scala avait des apports académiques qui étaient absolument indéniables. Scala est quand même sorti en 2003, je crois. Moi, je pense que c'est 2003. Moi, je parie que c'est 2003. J'aurais dit 6, mais... J'aurais dit 6, mais... Ouais, mais tu vas voir, tu peux vérifier sur Internet. Et tu peux nous dire qui a raison. Moi, je dis que c'est 2003. Je sais pas, je viens de rebooter mon téléphone accidentellement et ça prend le compte. Tu peux juste regarder dans quelle année ce qu'elle a été créée, s'il te plaît? Ah, je le fais, ne dérange pas ton collègue. Bah, désolé. Non, parce que lui il dit que Scala c'est 2006, moi je pense que c'est 2003. On aura tous les deux tort, c'était 2004, Ben. Ouais, je pense que c'est 2003. 2003, voilà. Merci, hein. Ça valait la peine de m'interrompre. Hein. Non, je rigole. C'est juste que l'implémentation moderne de Scala, qu'on connaît, a eu lieu en 2006. Et c'est vrai qu'en fait on peut se poser la question, mais comment est-ce que Scala a pu sortir en 2003 alors que les génériques n'étaient pas encore dans Java en 2003? C'est peut-être ce qu'il y a quand même beaucoup des gens qui ont travaillé sur les génériques. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais en fait, il s'est passé quelque chose d'assez, pour moi je le trouve vraiment en vue de l'extérieur, triste au niveau de la JVM, c'est qu'on a eu une sorte de schisme. On a des gens qui sont devenus les défenseurs de Java en disant « mais Java ça tue, on a J2E ». Et puis on a des gens qui étaient là, enfin je pense que Martin Dorsky n'était pas du tout quelqu'un qui avait envie de créer un schisme. Il avait proposé une alternative et proposé un langage d'incubation, un petit peu à la même manière que F# pour C#. Mais il y a une sorte de rivalité entre les deux communautés et qui existe toujours. Hein. La preuve c'est que maintenant Java 8, les gens disent oh, on n'a pas besoin de Scala, on a des lambda. Bravo les gars. Combien 60 ans après? Mais bon, c'est gratuit. Alors que dans la communauté Erlang, eh bien, quand Elixir est arrivé et que c'est devenu une alternative viable, eh bien, les gens d'Elixir ont commencé à dire, les gens d'Erlang ont commencé à dire bah, ok, mais nous on va se focaliser sur les améliorations de la VM et on ne va pas créer de problème de compatibilité entre Elixir et Erlang. Et pareil, on a des contributeurs de Erlang qui contribuent au projet Alpaca parce qu'ils trouvent que c'est un projet qui intellectuellement est très intéressant. Et ça, eh ben, honnêtement, j'ai rarement vu ça dans un langage. Parce que là, récemment, dans le micro-monde au Camel, on a subi l'humiliation incroyable que Facebook sort Treason, et ça crée un schisme, ça crée une tension. Puis après, en plus, Bloomberg qui sort BuckleScript, quoi. Et là, BuckleScript, c'est génial, on compile votre code comme GCF au Camel en moins performant, et tout le monde fait bravo. J'adore. Enfin, voilà, c'est terrible. Ça crée des problèmes. Alors que dans la communauté Erlang, tout le monde trouve ça super chouette. Alors c'est peut-être parce que la communauté Erlang est vraiment toute petite. Mais je pense qu'il y a quand même des utilisations et très sympathiques. Mais voilà, c'est ça, hein. C'est peut-être que les British, les Suédois sont vraiment géniaux. Oh, c'était ma phrase raciste, excusez-moi. Non, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est vraiment très chouette. Et ça vaut le coup de s'intéresser à Alpaga, rien que pour ça. Et donc vraiment, il faut valoriser ce genre de truc parce que c'est grâce à des démarches comme ça que Elixir est sorti. Et honnêtement, même si j'adore Erlang, et je reste un amoureux d'Erlang, même s'il n'y a pas de typage, eh ben, maintenant je préfère écrire de Elixir. Et peut-être qu'Alpaga pourra proposer une alternative. Fin! Ha! J'ai duré 1 heure. Yes! Si vous avez... Merci beaucoup. Je garantis beaucoup moins de théorie et beaucoup plus de pratique. Alors si vous avez des questions, des remarques, hein, comme ça, c'est écrit là, hein, ou des acclamations. Non, si jamais vous avez... Enfin, on peut toujours en parler. Et si jamais vous n'avez pas de questions... Ouais. Juste, Alpaca a commencé, le projet a commencé en quelle année? 2016. 2016. Moi je voulais te remercier parce que j'avais besoin de savoir à quoi pouvait servir Alpaca et maintenant j'ai des idées. Nice. Je pensais que tu allais parler d'un projet satellite de AK qui s'appelle Alpaca, mais c'est écrit A2KA. Je ne parlerai jamais d'AK parce que c'est de la merde. C'est la écoute, la prochaine fois je pourrais faire un talk sur une risque. Mais alors, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions ou quoi que ce soit? Ou vraiment, si vous avez. Tout le monde a envie d'aller voir. Tout le monde va aller voir les gars. Alors, ce que je vous propose,
c'est 15 minutes de pause. Et puis après, on se retrouve pour écouter Quentin Adam qui va nous parler de magie noire et avec les implicites.